Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Nawari Podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Fatima Ndiaye. Donc, Fatima Ndiaye se décrit comme une slasheuse. Elle va nous expliquer ce que c'est. Elle a un parcours impressionnant. Donc, elle est CFO d'un grand groupe franco-chinois dans le secteur du luxe, créatrice de plusieurs projets, passionnée d'art, de design, de culture et surtout connue sur les réseaux grâce à Sumpu Dohati, donc une page qui met en valeur la langue soninké à travers des proverbes traduits en français et en anglais. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler de transmission, d'identité, d'excellence, de créativité, d'Afrique et aussi d'équilibre de vie, parce que j'imagine qu'il faut un petit équilibre quand on fait autant de choses. On essaye en tout cas. Et du coup, comme d'habitude chez Nawari, on va commencer par les racines, donc à savoir d'où tu viens, qui tu es. Mais d'abord, comment vas-tu, amour? Majum, toi, ça va et toi? Ça va, alhamdulillah. Andaime, Odaome, à pied. Odaome. Ça va, ça va. Bah écoutez, moi ça va, hein. Alhamdulillah, tout va bien. C'est un peu chaud, Ouais, il fait un peu chaud. Il fait un peu mais chaud, bon. c'est la canicule. C'est la canicule, mais bon. On n'est C'est pas des que... Mauritaniens en carton. Non, non, Hein? on est des Guilmaranco. Exactement. Voilà, donc ça va. On Voilà, s'adapte. on s'adapte. Ouais. Bah écoute, j'aimerais savoir, comme j'ai dit, l'enfance, d'où tu viens, qui tu es. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, on est des Guilmaranco, hein, ou comme je l'ai dit même. Donc, moi, je suis d'origine mauritanienne, de la région du Guidimara, donc plus précisément à Olomboni. Et je suis née et j'ai grandi ici à Paris, donc à Aulnay, pour être précise. Et voilà, donc j'ai une grande famille, une grande fratrie. On est pas mal d'enfants. On est 24 frères et sœurs en tout. Mashallah. Mashallah, Allah yabarak. Et donc voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je fais plein de choses. On va dire que le central, enfin je sais plus comment je peux déterminer ça, mais en tout cas, le socle, il est plutôt financier, Mhm. parce qu'effectivement, je suis DAF, donc directrice administrative et financière, CFO, Europe, donc je m'occupe des finances d'un groupe franco-chinois, effectivement, ici. Et à côté de ça, je fais plein de choses, d'où ce terme de slasheuse. Et ce qui veut dire que oui, derrière ce slash, je peux mettre différentes casquettes qui sont notamment la création de contenu. Mhm. Donc c'est vrai que les gens me connaissent à travers les réseaux par la page Sumpu Dohati ou même sur TikTok par la page Tacoterie, où je fais quelques vidéos, quelques capsules justement où je partage mon amour pour la langue soninké et un peu d'humour et les digankoro qu'on peut avoir chez nous en soninkara. Donc voilà, puis oui, effectivement, je fais plein d'autres choses. Je pense qu'on aura l'occasion d'échanger dessus tout le long. Exactement. Bah, du coup, on va commencer par ton enfance. C'était comment de grandir du coup à Aulnay dans une famille nombreuse? Alors, écoute, c'était les années 80-90. Comme, tu sais, sur le moment, on ne se rendait pas vraiment compte de où on vivait ou ce qu'on vivait même, tu vois. Pour nous, c'était la norme, hein. Donc, j'ai grandi à Aulnay, dans un quartier assez connu à Aulnay, Mhm. les 3000, hein, où on dirait plutôt la Rose des Vents. C'était le vrai nom, mais plus connu sous le nom des 3000. Et les années 80, c'était plutôt... On va dire qu'on était encore dans l'innocence de l'époque. Les années 90 ont été beaucoup plus rudes. Fin des années 80, début 90 ont été plus rudes, avec l'arrivée de tout un tas de choses, hein, pas très très cool pour les quartiers. Pour ceux qui ont regardé un peu les séries Snowfall, etc., donc savent de quoi je parle. Mais J'ai pas regardé. Pas t'as pas encore. regardé Snowfall? Ah non, Toujours mais pas. Toujours pas. toujours pas. Alors, il faut que tu ailles voir Soulful parce que ça raconte bien, ça résume bien un peu cette époque-là qui était ouais, un peu compliquée, hein, Mhm. finalement. Ça a commencé aux États-Unis, mais c'est très vite arrivé chez nous en France, notamment dans les quartiers. Donc, toute cette génération-là qui avait une vingtaine d'années à l'époque a été complètement décimée, en fait, par la drogue.
Et nous, on était les très jeunes spectateurs de cette époque-là. Donc, ça a donné... ouais, on a parfois assisté à des spectacles qui étaient vraiment pas du tout adaptés à notre âge. Du jour au lendemain, un peu, on s'est retrouvés un peu, tu vois, par exemple, dans les aires de jeu ou dans les espaces comme ça, avec des seringues parfois qui traînaient un peu partout, ou quand il y avait, chez nous, au 3000, il y avait énormément de tours à l'époque, qui ont été complètement rasées, hein, quand il y a eu ce grand projet de réaménagement du territoire dans les années 2000. Mais à l'époque, il y avait encore toutes ces grandes tours qui étaient là-bas, et c'était un peu le refuge, en fait, de beaucoup de toxicos, en fait. Donc, on était là, on ne sait pas qu'on n'avait pas peur, mais ça faisait partie un peu du décor. Et on savait qu'il y avait des endroits où il fallait mieux ne pas être seul. Donc, on marchait souvent en groupe, de toute façon, et pour ne pas dire en bande. Bande de filles. Voilà, exactement, c'était ça. Et puis, il y avait des endroits et certaines heures où tu savais que, bon, valait mieux éviter, quoi. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille quand même très traditionnelle et religieuse, hein. Ce qui fait que bon, il y a pas mal, ça nous a préservé aussi quelque part de de toutes ces choses qu'on pouvait retrouver parfois dans les quartiers. J'ai eu des parents très stricts quand même avec nous, et on savait ce qu'on pouvait faire et on savait surtout ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc voilà, ça a donné des enfants un peu caméléons, hybrides, en tout cas qui savaient s'adapter au monde qui les entourait. À la maison, c'était... quand tu arrivais à la maison, c'était Soninkara, hein, vraiment. On a grandi avec la langue, donc nos parents nous ont toujours parlé en soninké à la maison. Ils nous ont très vite donné les codes, filles comme garçons. Par exemple, tu vois, à la maison, dès que tu passais et que tu rentrais de l'école, bon, Le pagne. voilà, il y avait... effectivement, c'était... tu devais adopter aussi les codes qui étaient les nôtres, hein, le pagne, effectivement. Et très, très jeune, dès l'âge où tu arrivais à atteindre presque on va dire, la gazinière, tu commençais déjà... tu commençais déjà à apprendre les rudiments de la cuisine de chez nous. Donc voilà, ça a donné des gamins qui savaient s'adapter, peu importe le milieu dans lequel ils évoluaient, tu vois. Et voilà, mais on était heureux. On était heureux avec pas grand-chose, il faut le dire, hein, parce que c'était aussi une certaine précarité, hein, que connaissaient beaucoup de familles aussi dans nos quartiers. Mais ça a donné aussi beaucoup de résilience, tu vois. Donc en ça, moi, je remercie mes parents parce qu'ils ont fait le job, en fait. Et du coup, juste pour revenir, donc tu es au sein de... On va revenir, je pense, sur ton père, du coup, pour savoir un petit peu qui il était, mais aussi ta maman. Donc, tu dis que vous avez grandi, du coup, dans une famille religieuse. C'était, du coup, à l'école, quand vous reveniez à la maison, vous appreniez les sourates, les rudiments de l'islam. Comment ça se passait? Alors, en fait mon père, c'est Allah yarhamouk, Arnanema. C'était quelqu'un de très connu dans la communauté. C'était un Dawagoumé. Et en fait... En français, Dawagoumé, pour oui, ceux qui ne c'est savent pas. tablière, en fait. Donc, un des tout premiers tablières, on va dire, de France. Il nous a quittés déjà il y a quelques années. Et oui, effectivement, à la maison, déjà, nous, on est des enfants de maudits. Donc, traditionnellement, c'était le rôle que nos familles avaient dans la société soninké. C'était aussi ce rôle de transmission, en tout cas, de l'éducation religieuse de toute la communauté, on va dire. Donc, à la maison, c'est vrai que mon père, très tôt, il a envoyé certains de mes frères aussi étudier l'arabe, le Coran et puis les sciences religieuses, on va dire.
Et nous, à la maison aussi, c'était de toute façon, filles comme garçons. Il y avait l'école, mais avant d'aller à l'école, on avait déjà les cours D'accord, même à la maison. d'accord. Oui, oui. À la maison, par exemple, juste après le Fajr, on apprenait en fait. D'accord, Inch'Allah. On révisait nos sourates avant D'aller à d'aller à l'école. l'école. Et puis surtout, des fois, il y avait aussi mes grands frères qui étaient là, qui prenaient le relais quand mon père ne pouvait pas, quand il était en rouge ou tu vois. Mm. Et également, très très tôt, moi, de mes plus lointains souvenirs à la maison, c'était qu'il y avait toujours ces cercles qu'on faisait tous les soirs avec notre papa, donc les ta'alim, où c'est comme ça qu'on a appris en fait. On va dire que les 10 premières sourates, en tout cas, on les a pas appris à l'école ou à l'école arabe ou à la madrasa, etc. C'était avec nos parents, avec notre père, avec notre mère, autour du ta'lim. Les premiers hadiths qu'on a entendus ou qu'on a lus même, c'était dans le cercle familial. Ah, d'accord. Donc à la maison, Donc, c'était vraiment l'école et puis la transmission. Il y a la transmission toujours. du soninké. Et du coup, enfin, petite question, Ouais. ces cours que vous faisiez, du coup, vous les donnez en soninké déjà? Toujours. Mes parents ne nous ont jamais parlé autre chose que le soninké, hein, de toute façon. À la maison, mes deux parents, que ce soit mon père ou ma mère, ils nous ont toujours parlé en soninké. Même jusqu'à présent, ma mère ne nous parle pas en français. Elle nous parle que en soninké. C'est avec les petits-enfants où Ouais, elle essaie de... elle essaye, Ouais. parce que tout le monde ne parle pas forcément la langue. Mais même, elle leur parle en soninké. Et puis... Exactement. donc voilà. Mais oui, la transmission se faisait dans la langue. Alors bien sûr, il y avait l'arabe aussi parce que les livres étaient aussi en arabe. Donc très très tôt, enfin, on a aussi appris. Après, c'est vrai que la Mauritanie, c'est quand même assez spécifique où les gens, en général, parlent au moins les 3 ou 4 langues du pays. Donc le soninké, le foulé, le hassania et même le fusha, l'arabe littéraire. Et puis beaucoup parlent aussi le wolof. Donc voilà, c'est vrai que après ça, dans l'Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose d'assez courant que les gens parlent plusieurs langues. Donc voilà, nous on n'a pas fait des fois ça. Hein. C'est très très tôt, on était bilingue, trilingue. Et nos parents switchaient d'une langue à une autre sans problème. Mes parents parlaient aussi, enfin mon père et ma mère parlent le foulé, parlent d'autres langues de chez nous. Donc voilà, en plus du soninké. Mais la transmission se faisait essentiellement en soninké. En soninké, ouais. très bien. Donc c'est quelque chose avec lequel tu as grandi. Complètement, ouais, Okay. ouais. C'est quelque chose avec... c'est la langue avec laquelle j'ai grandi. En fait, il y avait le français qui était à l'extérieur, donc à l'école, en dehors de la maison. Et puis, quand tu arrivais à la maison, c'était tous les codes de Soninkara, quoi. Et puis oui, on arrivait à switcher assez facilement. Assez facilement. Il y avait il y a des aspects qui étaient moins drôles. J'imagine. Ouais, par exemple, moi j'ai grandi sans la télé, tu vois. Et quand t'es petit, c'est pas toujours... C'est pas, tu vois, maintenant, on met une certaine hype dans le fait de ne pas avoir de télé, tu vois. C'est très bobo, machin, de ne pas avoir de télé. À l'époque, dans les années 80, c'était pas du tout le cas. Quand t'avais pas de télé, c'était surtout assimilé au fait que t'étais pauvre, en fait. Et en tout cas, dans ton esprit de gamin... T'es pauvre et t'es pas in, surtout. Ouais, t'es tellement has-been. Donc, tu vois, moi, je me souviens qu'avec mes frères et sœurs, pendant très longtemps, on le cachait, ça, le fait de ne pas avoir de télé. Et même pour le peu de personnes qui venaient à la maison, les copains, quand ils venaient à la maison, on leur faisait croire que la télé était enfermée. Elle est dans la cave. Non, on disait même pas. On disait qu'elle était dans l'armoire. Ma mère avait une machine à coudre dans laquelle qu'elle mettait dans les espèces de grosses armoires de l'époque, là, en bois et tout. On disait que c'était dedans et comme c'était fermé à clé, on n'avait pas la clé, bien sûr. Donc, on disait que la télé était dedans. Donc, voilà, les gars, maintenant, vous savez.
Aïe, aïe. Donc Et du coup, c'était, c'était comment quand à l'école, ça parlait des séries ou ah du là Club là, mais c'était Dorothée mon ou... angoisse quand, par exemple, la maîtresse nous disait, bon, bah, pour demain, il faut regarder la météo, pour dire, bah, tu Hmm. vois, des fois, il y avait des trucs comme ça, des exercices où tu devais forcément regarder la télé pour ensuite faire un espèce de compte-rendu le lendemain à l'école. Oh, mon angoisse ultime, c'était qu'on m'interroge moi, quoi. Hmm, hmm, hmm. Donc, quand c'était, par exemple, pour un film et qu'on devait faire une restitution le lendemain, mais j'étais une stratège comme je faisais quoi? Bon, je disais personne dans la classe savait que j'avais pas de télé, bien sûr. Hmm. Heu, J'attendais le lendemain dans la cour de récré. Forcément, ça débriefait entre eux, les gamins. Donc moi, j'écoutais, je tendais l'oreille, j'enregistrais tout ce qu'ils disaient au cas où, Hmm. si on devait m'interroger devant le tableau. Donc je m'en suis sortie comme ça, hein, toute la primaire, c'était ça. Après, ça nous arrivait quand même de regarder la télé, les gars. Quand même. On allait soit chez les cousins ou chez les Hmm. voisins, ou voilà, ça nous arrivait quand même. Les voisins qu'on avait juste à côté sur le palier, qui étaient géniaux, vraiment. C'était un couple, un jeune couple à l'époque, Christine et Christophe, deux Français blancs, qui ont lié d'amitié avec ma mère et qui l'ont aidé sur pas mal de choses administratives, on va dire. Christine est décédée, elle nous a quittés il y a très longtemps. Nous, on était tout petits, on était encore en primaire quand elle est partie. Je me souviens que ça a été mon premier rapport avec la mort, en fait, Hmm. à son décès. Eux aussi n'avaient pas de télé. Eux, c'était Ah, des ça bobos va. avant Avant l'heure. l'heure. Mais elle nous emmenait, par exemple, au cirque. On faisait des trucs à l'époque super cool. On n'était pas nombreux encore. Il n'y avait pas tous les Renault qui sont arrivés, qui sont D'ailleurs, arrivés t'es derrière. combien dans la fratrie? Moi, T'es je à quel suis au niveau? milieu. Je suis la septième enfant. Et d'ailleurs, je suis la quatrième fille, dont mon nom qui est. Donc, je m'appelle Fatima, c'est vrai. Je ne l'ai pas dit au début. Hmm. Mais 99% de mes proches m'appellent Taco. Parce que, bah, quatrième, quand tu regardes dans le ranking de la famille, c'est vrai que quand je dis mon prénom, quand je dis Taco, ça donne un petit peu plus que juste mon prénom. Ça donne un peu plus d'informations. Déjà, ça dit que bah, je suis soninké. Mais bon, on peut le retrouver aussi chez les Foulous, etc. Donc, en tout cas, que je suis Westaf. Hmm. Que j'ai des sœurs au moins, Hmm. parce que Taco, c'est la quatrième, Fille. donc la quatrième fille de la maman, et que je suis une femme. D'accord. Mais il y a des tacos garçons. D'ailleurs, il y a un joueur de basket qui joue à la NBA Oui, Taco qui Fall, s'appelle Taco. effectivement, Ouais. effectivement. Ouais. Donc effectivement, ouais, ça donne un peu plus d'informations. Donc, je suis la quatrième des filles de ma Hmm. mère. Je suis le septième enfant de mon père. Et à l'époque, oui, effectivement, quand on faisait les sorties avec Christine et Christophe, on n'était que quatre. Ma sœur Maya, ma Hmm. grande sœur, mon frère Brahim et Ali. Donc, on n'était que tous les quatre. Et du coup, ils nous emmenaient un petit peu partout. C'était cool. Et Puis donc, après, il y a voilà. les autres qui sont venus et du coup, c'était Les autres, ils sont voilà, les squatteurs. qu'on a toujours, pendant très longtemps, on les a appelés les petits. Ah, On disait les petits. hmm. Jusqu'à qu'ils aient au moins, je sais pas, 30 ans presque, hein. Ah ouais. On les appelait les petits. Alors que bon, ils avaient déjà Hmm. plus de 30 ans pour la plupart. D'ailleurs, ça nous arrive encore de dire hey, les petits. Calmez-vous. Donc, Très bien, ouais. très bien. Ok. Bah écoute, enfin, c'est hyper intéressant de savoir comment, déjà comment tu as grandi, en fait, quel était Mhm. le contexte global, comment c'est aussi de grandir dans cette famille nombreuse. Mm. Et aussi de savoir quelles est, comment dire, les différentes étapes, en fait, c'est quand il n'y a pas tout le monde, entre guillemets, quand il n'y a pas toute la fratrie, où c'est un peu plus libre, ou même au niveau des parents, parfois aussi, Mm. des fois ils sont un peu plus sévères, et puis après ils deviennent plus relax, pardon, avec le reste. Donc ça, c'est hyper cool. Et puis parfois, toujours des amis de la famille et tout qui permettent de voir autre chose. Ça, c'est... Ouais. C'est drôle que tu abordes le sujet. Effectivement, nos parents Mm. n'étaient pas les mêmes avec nous les plus âgés, on va Mm. dire, les premiers enfants, on va dire, euh, versus les plus jeunes. Ouais. Ils ont été beaucoup plus stricts avec nous, les premiers,
est largement plus relax avec les léguérés, là. Ouais. Les Puis, derniers. mais c'est qui Si, sont si, ces gens? alors, avec les petits-enfants, je t'en parle même pas. Tu dis, mais qui êtes-vous, en fait Donc, oui, oui, il y a une... Après, je pense que c'est déjà l'époque. Nous, c'est vrai qu'on est les enfants de la première génération. Hein. Nous, on était vraiment... nos parents sont arrivés... Moi, mon père est arrivé dans les fin des années 50, début 60. Ma mère l'a rejoint plus tard. Donc, ma mère est plutôt arrivée dans les fin des années 60, début 70. Elle a fait quand même des allers-retours avec le pays parce que mes 2 grands frères sont nés au pays. Ensuite, elle est venue en France. Mes 2 grandes sœurs sont nées ici en France. Puis elle est repartie. D'accord. Elle a eu ma grande sœur et mon grand frère là-bas. Et donc la 7e, moi, elle est rentrée et moi je suis née ici. Et après, tous les autres sont nés ici. Voilà. Donc, et c'est vrai que quand ils sont arrivés, il y avait, comment dire, il y avait aussi, tu vois, tu quittes tout un monde, enfin ton pays déjà, toute une famille, etc., pour arriver dans un pays où tu ne connais presque personne, même si ils avaient quand même des frères, des cousins qui étaient là. Tu sais comment ça se passait à l'époque où les premiers arrivés accueillaient les nouveaux arrivants, etc. Et donc, effectivement, nous, on s'est retrouvés à Aulnay avec aussi un cousin à nous, donc, le cousin de mon père qui était là. Et puis aussi des voisins, les voisins, on n'a pas forcément de lien familial, mais qui étaient aussi de chez nous à Olumboni ou même de Rabou, donc Rabou en Mauritanie, Rabou Guilimara. Et donc, il y avait quand même un système d'entraide, etc., entre eux. Et c'est vrai qu'ils avaient, je pense, aussi une certaine crainte, tu vois, de voir que leurs gamins naissaient donc dans un pays étranger, où ils n'avaient pas encore tous les codes, etc. Donc, avec nous, ils ont été beaucoup plus stricts et sévères que les petits frères et sœurs qui sont nés la décennie d'après, tu vois. Parce que déjà, ils avaient mieux appréhendé le pays, ils connaissaient mieux. Et puis nous, il y avait les grands frères qui étaient là aussi. Ils se sont dit, bon, on n'a pas trop mal bossé pour les grands. Bon, c'est bon, on peut lever le pied un petit peu. Donc ouais, non, c'est vrai qu'il y avait cet aspect-là aussi. Et on le voit bien maintenant, tu vois, que nous-mêmes, on est parents. Comment ils sont avec les petits-enfants. Enfin, c'est d'autres personnes, quoi. C'est vraiment pas les mêmes. Donc, ouais, non, c'est drôle, mais en même temps, compréhensible aussi, parce que... Il y a l'âge, il y a une certaine maturité. Bah, exactement. Puis à un moment, tu vas... T'es fatigué, toi aussi. C'est vrai, il y a ta bien rade, c'est vrai. Et bon. Écoute, sans transition, je pense qu'on va passer sur... je voulais parler un petit peu de l'école, comment ça se passait, mais surtout parler de ton parcours académique, du coup. Ouais. Alors, oui, moi, j'ai toujours été plutôt bonne élève. J'adorais l'école, vraiment. J'aimais trop l'école. C'était pas gagné, pourtant. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai même des souvenirs en maternelle. Oh là là. En fait, non, c'est pas que j'aimais pas l'école. J'aimais trop dormir. Waouh. J'aimais trop dormir. Et à chaque fois, en maternelle, je disais à ma mère, j'inventais toujours un truc. J'ai mal au ventre. Ma mère, elle disait, non mais, tous les jours, c'est pas possible. Et c'est vrai que quand j'ai poussé les études, elle me disait, non mais, jamais j'aurais pensé que toi, t'allais à un moment donné tellement aimer l'école que tu veux même plus t'arrêter, en fait. Donc, non. Ah, non, le Rengo, c'était... Ah non. C'était mon truc. Bon, c'est toujours le cas. Hein. J'aime toujours autant dormir. Ça n'a pas changé. Mais c'est vrai qu'à l'école, pour moi, j'aimais beaucoup déjà. J'aimais beaucoup apprendre. Et ça n'a pas changé. Je suis une éternelle étudiante. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime faire, apprendre continuellement. Hein. Le savoir est infini. Hein. Oui, et c'est une arme aussi. Et donc voilà, mais après la primaire s'est passée relativement bien.
c'est vrai qu'à la maison, j'avais pas forcément quelqu'un pour m'aider à faire mes devoirs ou quoi. Mais je m'en suis jamais réellement plaint ou j'ai pas en tout cas ressenti le besoin à cette époque. Au collège, pareil, ça s'est plutôt bien passé. Fin du collège, j'ai eu, comme beaucoup d'entre nous, enfants de la diaspora, la désorientation. Ouais. Donc, ouais, je me souviens que j'ai eu le brevet du collège avec la mention, etc. Mais à la fin du collège, j'avais pas de lycée. Mhm. J'avais pas de lycée et on m'a redirigée vers une filière professionnelle. Donc, je me suis retrouvée en BEP compta. Bon, voilà, j'ai suivi. Pour Mhm. moi, c'était Oui, c'était. Tu savais facile. pas quoi. Donc, J'avais pas, bon, bah, ok, tu bon, savais bah, pas qu'on te piégeait au final. connais. Tu savais pas. Je voyais pas, en fait, je Mhm. comprenais pas qu'on me mettait dans une voie de garage en Mhm. réalité. Et arrivé au terminus, donc au bac pro compta, et qu'on m'a dit maintenant il faut descendre terminus. Non, non, moi je voulais aller prendre le TGV en fait. Mhm. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis quand même pas, après le bac pro, je suis quand même allée à la fac, donc pour un DUG en éco-gestion. Je crois que ça s'appelle autrement maintenant, mais C'est un bac plus combien le DUG? le DUG c'était le bac plus 2 à D'accord. l'époque. C'était Un d'abord le BTS, un DUG UT avant. du coup. Aujourd'hui, non? Oui, à l'époque, c'était encore le DUG, ensuite la licence Mhm. pour valider la 3e année et puis les masters. Donc, je suis allée vers le DUG. J'ai détesté. L'université, j'ai détesté vraiment. C'était laquelle? Juste pour Je dois savoir. balancer. Ok, Marne-la-Vallée. J'étais à D'accord. Marne-la-Vallée et non, j'ai pas aimé du tout. Ok. Vraiment, ouais. Donc j'ai arrêté. Mhm. J'ai arrêté pendant 2 ans. J'ai bossé comme aide éducatrice dans un collège à Torcy. Donc en gros, j'étais une surveillante Mhm. en fait. Voilà, je m'occupais des heures de, tu sais, quand les gamins mangeaient à la cantine, entre la fin du repas et la reprise des cours, il y avait toujours un petit créneau où on faisait des activités et tout. Donc c'était essentiellement du sport, mais particulièrement la danse. Je vois. Donc La la danse, danse qui m'a suivie de l'enfance jusqu'à aujourd'hui en Mhm. réalité. C'est un sujet, ça aussi, la danse. Ouais, la danse. Bah, du coup, en tant que fille d'imam, c'était comment? C'était compliqué. Il venait au concert, il Ah, applaudissait. non, 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 C'était non. quelle danse Ah là déjà? là là, c'était... Non, alors moi, j'ai commencé par la, la danse africaine parce que... D'accord. Pendant les mariages et autres. Ok. exactement, pendant les mariages, Donc ça, c'était etc. accepté, ça. Ça, c'est... Ouais, ça va. Voilà. Ça reste traditionnel, Mm. donc les Soninka Lege, ça va, ça, c'était accepté. Mais très vite, en plus, tu sais, moi, c'était les fins des années 80, début 90. Il y a le Dombolo qui est arrivé, etc. Avec Kofi, avec Zay Kolanga, Ouais. etc. Papa Wemba, tout ça. Donc Mm. nous, moi, j'avais un groupe. Mm. Un groupe? J'avais un groupe. Ça s'appelait comment? Donc, c'était les Original Little Queen. Donc, Original Little Queen, ouais. Ok. On était OLT. OLQ. OLQ, pardon. OLQ. Et donc, ouais, on faisait des spectacles, on faisait des concours chorégraphiques et tout. Et on Ça gagnait. allait sur Châtelet faire des Non, concours. on faisait pas de battle. Non, ça, j'avais pas le droit. J'avais pas le droit d'aller à Mhm. Châtelet faire des battles et tout. Non, Mhm. non, non. Non, non, non. Mais on avait quand même des concours chorégraphiques et Mhm. tout. Et surtout, on s'entraînait. Mhm. Et à l'époque, il n'y avait pas encore... on n'avait pas encore véritablement de salle de danse, tu vois. Mhm. C'était... on s'entraînait en général. Il y avait des espaces, par exemple, dans les caves des immeubles, c'était des espaces qui avaient été aménagés pour de l'aide aux devoirs. Donc, on faisait ça. Et quand on avait fini les devoirs, on poussait les tables et on s'entraînait dans ces salles-là. C'est comme ça que ça a commencé, en réalité, à Aulnay, donc dans le quartier. Et le groupe a commencé comme ça, etc. Et puis très rapidement, je me suis dirigée vers le hip-hop, qui était un peu la suite logique aussi. Le hip-hop arrivait aussi sur la place parisienne. Et puis nous, on a suivi, en fait. Donc ouais. Et puis il y a eu Centre de danse qui a ouvert à Aulnay, etc. Dans le Galion et tout. Donc dédicace, les gars. Et
Et oui, et je me souviens qu'à l'époque, il y avait, en plus, le centre de danse était juste en face, l'entrée était en face d'un un bar tabac PMU du quartier, où certains darons aussi Ah, ouais. passaient par là et tout. Donc, combien de fois on m'a balancé Ouais. Ah, en disant ah, on a vu ta fille rentrer dans dans le centre de danse. En plus, à l'époque, ils disaient même pas centre de danse, ils disaient genre que c'est une boîte, quoi. bah ouais. Donc, c'était un peu compliqué. Ouais. Non, il fallait feinter, il Mm. fallait. Du coup, tu faisais comment? Ah non, T'as je trouvé des feintais. Je disais excuses? que. Non, à l'époque, je disais je vais au sport. C'est pas C'est pas faux. faux, C'est regarde, pas le faux. hip-hop est maintenant au JO. Exactement. Donc, toi, j'étais un T'étais peu. déjà en avance, J'étais en quoi. avance, j'étais précurseur dans le mouvement. Je vois. Donc ouais, je disais, je vais au sport, mais Mm. j'étais obligée de feinter à chaque fois. Mm. Donc oui, non, c'était mal vu, tu vois, Ouais. pour mes parents, déjà une fille, soninké, fille de maudit, qui fait de la danse. Non, mais il Ouais. n'y a rien qui allait là. Ouais. Donc, Et du coup, enfin, ça te suit jusqu'à présent. oui, ça me suit jusqu'à présent. Et J'ai c'est. arrêté pendant longtemps la Mhm. danse, puis je me suis remise il y a quelques années. Et effectivement, dans le collège, là, Mm. je travaillais et je donnais quelques cours de hip-hop D'accord. aux petits là-bas. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que quand même, il Mm. fallait retrouver le chemin de l'école. Et je continue à danser à côté. Mhm. Donc, j'ai repris un BTS. J'ai fait un BTS CGO, donc comptabilité et gestion des organisations. Et ensuite, je suis allée en DECF. Donc, et c'est à ce moment-là où ça devenait compliqué à concilier la danse et les études. Et donc, à ce moment-là, j'ai mis la danse de côté. Et je me suis concentrée sur mes études. Donc, je faisais de l'alternance, donc en BTS, ensuite en DECF, donc, qui est maintenant, ça s'appelle le DCG et le Mm. DSCG. Donc, c'est la filière de l'expertise comptable. Donc, j'étais à l'École supérieure des chiffres dans le 17e, à Paris. Et donc, voilà, toujours en alternance, etc. Donc, une fois que mes diplômes ont été validés, je suis partie en VIE dans les Émirats, donc à Abu Dhabi, Le là-bas. VIE, volontariat C'est international, ça, le volontariat international en entreprise. qu'on peut faire avant d'avoir ses 30 ans ou Alors, à 28 ans? l'époque, c'était 27 ans. 27 ans. Maintenant, Maintenant, c'est c'est 28. 28. Donc, je crois que même que ça n'a pas poussé jusqu'à 30. Il me Je crois semble 30 ans. que... Ouais, quand tu commences le VIE. Ouais, à l'époque, en tout cas, donc moi, c'était en 2007. Mhm. My God. 2007, Ça va, j'étais... ouais, ça va. ça va. On était... donc, j'étais pressentie déjà pour partir au Gabon, Mm. initialement, avec un groupe qui est connu quand même ici en France, Mm. dans le génie civil. Et on me détachait en fait pour le Gabon. Et finalement, 2 semaines avant le départ pour le Gabon, on me dit qu'il y a une urgence aux Émirats et si j'étais OK, bah, de partir à Abu Dhabi. Of course, yes. Of course, yes. Donc, je suis partie à Abu Dhabi. C'était génial, une expérience vraiment incroyable, humainement comme professionnellement. Et puis même spirituellement, tu vois, Mm. j'arrivais à Abu Dhabi et puis Abu Dhabi, Dubaï, etc. En 2007. Ah, ça n'a rien à voir avec l'époque actuelle, tu vois. C'était déjà... ils étaient déjà plus ou moins dans une certaine hype, mais rien à voir avec celle qu'on voit aujourd'hui. Donc top, avec une équipe exclusivement anglo-saxonne. C'est là aussi où j'ai dû improve my English, because, C'était personne pas trop parlait ça. français. Mm. Et ouais, mon équipe était indienne. Ils ne parlaient que l'anglais. Et puis après, bon, bah, il y avait quelques collègues aussi français, britanniques, etc. Donc c'était top. Et puis, surtout, j'étais dans un pays musulman aussi. Mm. Et avec 5 fois la Dan. Donc tu vois, ça te met aussi dans un mood. Non, j'ai adoré mon expérience là-bas. Et puis je suis revenue un peu malgré moi, parce que c'était la fin du VIE. contrat, Mm. etc. Il fallait rentrer. Mais en me disant, mais bien sûr que je vais revenir en fait.
Je peux pas quitter les Émirats comme ça, je vais revenir. Et puis quand j'arrive à Paris, finalement, les chasseurs de tête, j'ai vu la différence entre avant Mhm. l'expérience à l'étranger et après. Effectivement, là, c'est les chasseurs de tête qui te contactent et qui te proposent des postes, etc. Mhm. À ce moment-là, je rentre chez LVMH, pour la maison Fendi, en tant que chef comptable. Et je vais rester avec eux pendant presque 4 ans. Et ensuite, je vais faire d'autres choses. Je vais bouger, je vais aller dans les biotech pour aller aussi chercher quelques compétences, notamment dans la consolidation, les IFRS, etc., qui est quand même un truc un peu niche, on va dire, chez les financiers. Mais très rapidement, les sirènes du luxe me rappellent. Je vais rejoindre un gros groupe suisse dans la haute horlogerie et la joaillerie. Mhm. Et je vais faire partie de ce projet d'ouverture du plus grand magasin de montres au monde à Paris, qui est sur la rue Scribe, boulevard des Capucines. Hein, je ne les cite pas, mais où je pense que vous arrivez plus ou moins à les situer, où tu as toutes les grandes maisons horlogères qui sont dans cet écrin qui est juste incroyable. Hein. Et je vais rester quelques années avec eux. Et puis, je vais suivre l'aventure. Je vais m'arrêter 1 an à ce moment-là donc, je pars avec un licenciement éco. Mhm. C'est aussi le moment où, à Paris, c'est un peu compliqué. Hein. Il y a des attentats Ouais, je vois. en 2015. 2015, etc. On se fait braquer aussi parce que c'est l'ouverture du plus grand magasin de montres. Et il y a eu une vague d'attentats ou de braquages un peu dans le secteur à ce moment-là. Donc, on a ouvert en 2012. En 2012, on se fait braquer quelques semaines après l'ouverture. Mais honnêtement, le projet fonctionne très, très bien. Donc, il y a une vraie croissance du chiffre d'affaires qui se fait malgré tout, tu vois. Parce que la clientèle du luxe, de toute façon, bon. Pas de problème. Alhamdoulilah, ça va. Hein. Alhamdoulilah, ça va. Ça va. Mais c'est vrai qu'après, il y a les attentats de 2015 qui arrivent rapidement. Et puis aussi, il y a une loi qui passe aussi en Chine à ce moment-là, qui va venir durcir, on va dire, la taxation des produits de luxe achetés à l'étranger, en dehors de la Chine, on va dire. Donc ça va venir un petit peu freiner le business ici en Occident. Et bon, bref, en tout cas, je pars, je quitte Le groupe, cette maison pour faire autre chose. Et à ce moment-là, je vais faire une formation en fait en architecture d'intérieur. Donc voilà, je suis partie chercher une nouvelle casquette à ce moment-là. Et donc, je passe mes examens, etc. Tout se passe bien. Et je reviens, malgré tout, encore à mes premiers Après ton amours. diplôme, du coup, Après ça. mon diplôme, c'est ça. Je vais prendre la direction financière de la maison Azzaro à ce moment-là. Et puis rapidement, je vais intégrer 2 ans après, j'intègre le groupe dans lequel je travaille aujourd'hui. Maintenant, ça va faire presque 7 ans dans ma barque. Amin. Ouais. Donc voilà pour ce projet qui est d'implémenter le groupe ici en Europe. Et ils existent déjà depuis quelques années maintenant en Chine. C'est un vrai leader dans son marché. Donc voilà. Et puis l'aventure continue en fait. Hein. On est là, on s'adapte, on fait de beaux partenariats et puis les choses avancent. Puis à côté de ça, c'est vrai que je vais continuer à nourrir mon enfant intérieur qui, quelque part, a toujours été un créatif. Et donc, ça va se manifester aussi par le dessin. Donc, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai eu le temps de faire mes enfants, de me marier et de faire mes enfants. Et quand ma fille arrive en 2011, j'ai envie de lui transmettre ma langue. Donc, très rapidement, dès la maternité, je lui parle en soniké. Donc jusqu'à présent, mes enfants, donc j'en ai 2,
je leur parle en soninké. Après, bien sûr, il y a aussi le français, surtout quand on est dans un environnement où d'autres ne parlent pas forcément la langue, où je vais leur parler en français. Et oui, très rapidement, avec ma fille, je vais commencer à dessiner, à faire un imagier au début que pour elle. Puis après, je me dis, bah, pourquoi pas le partager à d'autres. J'ai mes neveux, etc. Et puis bon, bah, je vais commencer à le mettre un peu sur les réseaux. Et c'est comme ça qu'est né Sumpudoraté. Sumpudorachi. Donc voilà, au début, c'est qu'un imagier. Je montre pas ma tête parce que voilà, j'avais un peu de mal avec ça. Les réseaux, Ouais, you know. Yaro. Voilà, l'Arkudo Yaro, tout ça, Mhm. tu vois, tu connais. Donc, Mhm. j'étais pas T'étais trop pas chaude, en pour. fait. Non, vraiment, Quand même. je voulais pas trop montrer ma tête. Et ça va durer 2-3 ans comme ça, où c'est uniquement le dessin qui va parler. Et puis, bon, bah, forcément, il y a ma voix qui va accompagner pour, ne serait-ce que pour donner le nom et la prononciation du mot en soninké. Et puis, à un moment donné, bon, bah, je pars en Chine. Mhm. Et pour un déplacement pro. Et là-bas, je vais filmer en fait Un peu une, le deux, trois quotidien. capsules, voilà, mon quotidien où je vais partager le soninké avec soit mes collègues qui parlent chinois, etc. Et puis je vais publier la vidéo. Et c'est comme ça que le truc va prendre un petit peu, surtout sur TikTok. Donc voilà. Et puis depuis, c'est vrai que c'est des capsules que je fais de temps en temps. Honnêtement, c'est pas réellement préparé, c'est beaucoup de freestyle parce que Mhm. bon, on est hip-hop quand même. C'est quand même beaucoup de freestyle où je fais comme ça sur le coup quand l'inspi arrive, hop, je fais la vidéo et puis je vais monter la vidéo peut-être 2 ou 3 semaines après et puis Mhm. voilà, je vais publier sans forcément tenir des stats ou quoi sur Oui, ça. enfin, Tu c'est un vois, kiff, quoi. c'est juste un C'est un kiff. kiff Voilà, partagé, quoi. exactement. Donc, Comme beaucoup de choses que tu fais au final. C'est oui, oui, vraiment oui. une question de. Non, c'est pas Mhm. tant. Je peux pas dire que c'est pas dans un cadre professionnel parce que j'essaie quand même de structurer ce que je Mhm. fais. Mais ça c'est parce que bon, c'est comme je suis. Hein, Mhm. Des choses carrées, voilà, CFO, you know, Excel, c'est ça. SAP, on connaît. Voilà, exactement, you know. Donc, tout est quand même assez organisé ou en tout cas structuré d'une manière à ce que le rendu soit propre et que tu rendes toujours ta copie propre, tu vois. C'est les restes de l'école. Je vois. Donc voilà. Et puis, oui, et puis à côté de ça, effectivement, il y a d'autres projets qui vont venir se greffer. Mais toujours, tu vois, il y a toujours une ligne rouge, en tout cas un fil rouge Mhm. qui relie, on va dire, tous ces différents projets. Par exemple, avec la Maison Oka, Mhm. Maison Oka, c'est un projet sur lequel je travaille Mhm. parce que je suis mauritanienne, you know, et que j'adore le thé. Le ataïe, c'est ma vie. Mhm. Là, je pense que c'est pas du sang qui coule dans mes veines, mais du ataïe, sans sucre quand même, hein, parce que bon, Ouais, sinon. c'est important. Le diabète nous guette. Mhm. Donc oui, c'est une maison de thé où je mets en tout cas en avant les produits de chez nous. Mhm. On a de très beaux produits, le terroir Westaf qui ne demande qu'à être Mis en valeur au mis en final. valeur et Soit en par tout le cas thé ou le ramelé aussi le qui met en valeur. raméré, etc. Le goé. Mhm. Voilà, donc effectivement, c'est des projets sur lesquels je travaille et avec toujours cette envie de transmettre Mhm. la langue, mais aussi toute la culture qui Il y a l'entoure, en autour. fait. Voilà. On va revenir sur tout l'aspect créatif et entre guillemets les side quests. Mhm, J'ai juste une dernière question en fait enfin, on va dire sur la carrière. En tant que femme noire, mhm, euh, en tant que, on va dire, personne noire, c'est rare de trouver des femmes noires qui sont à des postes à haute responsabilité mhm. euh, en France. Notamment, il y a cette question de plafond de verre dont on Ouais. parle, que ce soit homme comme femme noire, ou même, on va dire, pas que noire, hein, mais racisée, entre Mhm. guillemets. Du coup, toi, est-ce que tu as senti
ce plafond de verre et comment est-ce que tu as réussi à monter les échelons pardon, tout en Ouais. restant toi-même? Alors, écoute, moi, déjà très tôt à l'école, heu, pas tant au tu vois, quand tu es au collège, lycée et cetera, moi, j'étais, dans des établissements qui étaient pas très loin de chez moi. Donc j'étais dans un environnement où les gens me ressemblaient. Mmh. Quand je suis arrivée dans les études supérieures, j'étais dans le 17e. J'ai très rapidement vu, qu'on était une minorité à ce moment-là. Heu, on était une poignée, et très rapidement, on marchait ensemble, en plus, tu vois? Mmh. Alors oui, on avait, nos copains, nos amis, qui étaient avec nous à l'école et qui nous ressemblaient pas forcément. Mmh. Donc, la plupart étaient blancs, hein, de toute façon, surtout, quand j'étais, à l'IGFI, donc à la CMP IGFI, dans le 17e. Très rapidement, tu vois, de manière très naturelle, j'étais cette espèce de caméléon, transfuge, en tout cas. Mmh. J'ai toujours été très à l'aise avec le fait de switcher, tu vois? Et selon, les personnes que tu as en face de toi ou l'environnement qui t'entoure, à devoir m'adapter. Donc, j'ai pas ressenti de menace et même quand, parfois, parce que ça m'est arrivé aussi dans ma carrière, on me faisait, sentir que j'étais pas à ma place, Mmh. ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que je me laissais pas impressionner sur ça. Et surtout, je n'ai jamais laissé qui que ce soit me dire ma valeur et me donner ma position dans la société. Mmh. Jamais. Donc, sans doute, c'est l'éducation aussi qu'on m'a donnée. Nos parents nous ont toujours bien expliqué qui on était, ce que nos ancêtres, ce qu'ils avaient fait, notre histoire en fait, Mmh. l'histoire déjà de la communauté de manière globale, Soninkara, qui sommes-nous, et de manière plus précise, qui on était nous, les Ndiaye. Donc, quand tu sais d'où tu viens et qui tu es, guys, Chill. chill. Mmh. T'es- Alors oui, bien sûr, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Il y a dans ta carrière, il y a des gens qui vont essayer de te blesser ou de te rabaisser, etc. Mais les gens ne sont, en fait, dans ta vie, c'est plus la position que toi, tu leur donnes en réalité. Ils n'ont que cette position-là. Donc, si tu leur donnes le pouvoir de te rabaisser, oui, effectivement, ils le feront. Mais donc pour moi, c'est passé un peu smooth en fait. Vraiment, ça veut pas dire que c'était facile, Mmh. mais je les ai pas laissés me définir. Voilà, c'est ça. Très bien. Jamais. Donc en ça, j'étais très très à l'aise en fait, avec mon identité, avec cette double identité hein, en réalité. Hein, on peut même dire triple Mmh. Ouais. parce qu'il y a un côté un peu, on parle de caméléon, mais t'es limite à la limite tu vois, pas de la schizophrénie, parce Mmh. que vraiment on est sur une autre pathologie. Mais il y a cette facilité, si tu veux, à s'adapter, qu'ont beaucoup de gens de notre communauté en Mmh. réalité. Donc ouais, je pense que c'était plus ça. Et ça continue. Et ça continue parce que c'est quelque chose qui n'est jamais complètement acquis. Et plus tu vas évoluer et plus le combat va être un petit peu plus subtil Mmh. et jamais frontal en réalité. Donc des choses qui se gagnent entre guillemets, toujours dans la diplomatie et comment dire, dans la bienveillance.
Parce que même, tu vois, les gens, euh, quand ils sont dans quelque chose de... Quand ils essayent même de te faire du tort, la manière que tu as de les recadrer, si elle est toujours bienveillante et en tout cas suffisamment émotionnellement intelligente, Mhm. qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien, mis à part, bon, bah, te respecter en fait. Donc, soit ils te respectent, mina kanang. Donc, en tout cas, Je vois. tu Je vois, vois. Hmm. avec ça, je suis très, très à l'aise. Très bien. Et du coup, enfin, j'avais dit que j'avais une question, mais au final, j'en ai une deuxième. Mm. J'aimerais savoir aussi comment tu assumes en fait cette ambition. Parce que souvent, on va se dire, enfin, en tant qu'homme ou femme d'ailleurs, tu as fait tes études, tu as eu un poste, ah, alhamdoulilah, je suis Mm. très bien là où je suis. Mais du coup, cette ambition, c'est quelque chose que toi, tu as. C'est-à-dire, je m'ennuie, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de faire autre chose, ou il y a plus haut, je peux mieux faire, j'ai les Mm. capacités, let's go. Comment ça se passe? Alors, déjà, toujours, alhamdoulilah, hein, en toutes circonstances, c'est vrai que toujours la gratitude avec ce qu'on a. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple du prophète Suleyman. Mhm. Donc, euh, en fait, je me dis, pourquoi se limiter? Euh, Après, c'est vrai que, bon, moi, je suis croyante et je me dis, Dieu, il est illimité. Pourquoi, quand tu lui demandes, c'est lui qui fait, de toute façon, pourquoi, quand tu lui demandes, tu dois te restreindre avec uniquement à utiliser cette carte du petit. Lui, il est l'infiniment grand, Mhm. l'immensément grand. Donc, pourquoi justement ne pas prendre cet attribut et en tout cas demander à l'illimité tout ce que tu veux? Donc, le prophète Suleiman, c'est ce qu'il avait aussi. C'est ce mindset-là qu'il avait, Mhm. finalement. Donc, en plus de tout un tas d'autres qualités. Donc, en ça, j'ai pas de complexe à me dire que j'ai envie de prétendre au meilleur, en réalité. D'ailleurs, une des plus belles doigts, elle est dans cette doigt-là. On demande à Dieu d'avoir le meilleur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, En version originale? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Donc, c'est ça. C'est tout Mhm. simplement ça que finalement, j'applique dans mon quotidien et dans mon lifestyle en réalité. Donc, et ça ne veut pas dire que tu dois manquer d'humilité, etc. Bien au contraire. Parce que plus tu as, et plus tu peux donner en réalité. Exactement. Donc voilà, pour moi, c'est cet état d'esprit-là que j'ai envie d'avoir et que j'ai envie de transmettre autour de moi, que ce soit mes enfants, mes neveux, mes nièces, en tout cas toutes les personnes qui m'entourent. Voilà, step up, guys. Très bien. Très bien, très bien. Bah, écoute, merci pour cette réponse. Et du coup, là, on va repasser, du coup, on avait déjà switché plus ou moins Mhm. sur la partie donc créativité, passion et side quest. Donc, comme on l'a déjà remarqué et comme tu l'as dit, donc ce qui est intéressant, c'est toi, c'est que tu n'es pas juste un profil corporate, c'est que, enfin, de toute façon, on est tous complexes, on va dire, tout le monde est Mm. complexe, mais donc toi, tu as ce profil corporate, CFO. À côté, donc il y a énormément de choses. Donc il y avait la danse qui t'accompagnait depuis petite. Il y a cet amour pour l'art et du dessin du coup qui t'a accompagné à travers Sumpudo Hati, mais aussi à travers ton diplôme. C'est Mhm. architecte d'intérieur, c'est ça? D'intérieur, c'est ça, ouais. Donc il y a ça. Donc tu as parlé donc du fait que tu étais slasheuse. Et il y a toutes ces choses à côté. Donc on a Sumpudo Hati, dont Mhm. on a parlé, donc l'imagier qui au final se transforme en vidéo et Mm. autres. Maison K, euh, le thé, Maison Kibili, Oui, les habits, Katagana, donc c'est la gestion de propriété immobilière, c'est c'est ça? ça, ouais, c'est ça. On a donc les podcasts, Mhm. My Fruit Rotary, donc Ouais. sur une entreprise sociale du coup. Ouais, My Mm, Fruitoterie, c'est la société de mon cousin. mm, Donc,
qui est au Sénégal aujourd'hui Mm. et qui plante des arbres fruitiers ou ombragés, etc. Mm. Euh, En fait, c'est un peu le projet qui rentre dans la continuité de ce qu'on faisait avec l'association Win-Win. Mm. On a commencé avec Win-Win, c'est vrai, à planter des arbres, etc., dans le cadre du Great Green Wall, donc la grande muraille verte d'Afrique, qui est de planter, de faire un barrage, on va dire, à l'évolution du désert. Mm. Et donc de planter des arbres de l'est de l'Afrique jusqu'à l'ouest de l'Afrique. Et donc on a planté des milliers d'arbres au Sénégal, au Maroc, en Mauritanie, un petit peu partout. Et puis là, plus récemment, on est même allé en Islande aussi pour planter. Des arbres en Islande. Ouais. Ok. Ils sont hyper avancés en matière d'éco-responsabilité. Mhm. Ouais, ils sont hyper chauds par rapport à nos autres pays européens Mhm. en réalité. Donc, on est aussi parti là-bas. Donc, Win-Win est parti en En Islande Islande. pour ça, ouais. Et donc, oui, My Fruit Tree, Mhm. c'est le projet de Moussa qui est justement de planter des arbres. En tout cas, les gens peuvent faire des sadaqa jariya, en fait, Mhm. à travers cette entreprise et de planter pour soi, mais aussi pour ses proches ou même pour ses défunts, tu Mhm. vois. Et essentiellement là au Sénégal, donc Au où il est Sénégal. installé. Donc voilà, voilà, à chacun à son niveau, tu vois, Mhm. plante sa petite graine. Et et c'est vrai que le petit dernier de mes projets, c'est le projet Asma. Ça, je sais plus si Ah, c'est vrai, on n'en a pas parlé. on Les n'en a pas cartes. parlé, les Les cartes cartes, ouais. Asma, qui est pareil c'est un peu la suite, on va dire, logique de tout ça. Hein. Mhm. C'est on va dire, la transmission de la langue et aussi des attributs, Mhm. tu vois. Asma, c'est des cartes traduites en 7 langues avec les 99 noms d'Allah, donc traduits dans les différentes langues, dont le soninké. Mhm. Et donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille déjà depuis quelques temps, je ne vais pas te dire combien de temps, où je procrastinais un petit peu dessus, Mhm. tu vois, mais bon, qui a vu le jour là il y a quelques mois. Donc voilà, c'est le petit dernier, on va dire, c'est le petit dernier bébé de mes projets créatifs. Et du coup, comment en fait tu trouves un équilibre entre ta carrière, ta passion et puis et puis tes projets personnels en fait. Comment tu fais? L'équilibre, est-ce que l'équilibre existe vraiment? Mhm. J'ai envie de dire oui, il existe, seulement si toi, tu es aligné en fait avec ce que tu fais. Mhm. Ça ne veut pas dire que c'est facile ni que c'est, comment dire, pas fatigant, parce que Mhm. Tambi Douran, quand même, il faut le dire, hein, Mhm. bien entendu, c'est aussi c'est beaucoup d'heures. Mhm. Et quelque part, c'est aussi un sacrifice que tu fais de toi-même. Mhm. Et donc l'équilibre, moi, je le trouve dans l'amour de ce que je fais, dans le pourquoi en fait, dans le pourquoi, parce que moi j'ai comme exemple, mon meilleur exemple, c'est mes parents. Mon père, c'est quelqu'un qui a toute sa vie, Mhm. toute sa vie a été dédiée à ce qu'il animait, tu vois, à sa foi. Donc, et puis à prendre soin de sa famille, voilà, à nous transmettre en tout cas tout ce qu'il aimait de la manière la manière qui lui ressemblait. Donc, papa, Allah yarhamou, c'était quelqu'un qui transmettait beaucoup par la parole. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours communiqué avec nous quand on était petits, etc. Mais aussi par l'exemple. Mhm. Surtout par Tu exemple, vois, j'imagine. donc il suffisait juste de le regarder et de le voir faire Mhm. pour être complètement inspiré, tu vois, par ce qu'il a fait. Donc, moi, tu vois, c'est ça. Mon leitmotiv, c'est de pouvoir
continuer et en tout cas les rendre fiers quelque part. Même si les choses, tu vois, tu les fais aussi pour toi ou pour Dieu, ou tu vois. Mhm. Mais, euh, mais ouais, j'aime l'idée d'être dans la continuité de cette flamme, tu vois, qui continue à se transmettre d'une génération à une autre. Et donc voilà, l'équilibre, Il n'y en a pas. l'équilibre, il est Attends. là, mais c'est toi Ouais. qui le donne. En En tout fait, cas, vu que tu fais les choses avec le cœur, en fait, il y a de la fatigue, il y a de la difficulté, mais Mm. comme tu fais les choses avec le cœur, donc ouais, Comme il y ça a du passe. sens, exactement. Mm. Comme il y a du sens et que tu le fais aussi par amour, Mm. tout se passe bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah, exactement. Très bien. Mm. Du coup, on va passer à la partie Afrique, identité et transmission. Donc derrière tous ces projets, tu en as parlé, hein, donc il y a un même fil rouge. Mhm, Donc c'est l'Afrique, la culture et la transmission. mhm. Et du coup, j'aimerais savoir quel est ton premier souvenir d'Afrique. Ah. Moi, j'ai connu l'Afrique très tard. Mm. Très tard. Mais en réalité, je vais te dire, j'ai connu l'Afrique avant même d'y mettre les pieds, en fait. Mm. Parce que quand je suis arrivée pour la première fois au Bled, j'avais déjà 20 ans. C'était en 2000. Mais j'avais déjà presque tous les codes. Mm. Parce que l'éducation qu'on a eue, comment on a grandi, etc. Déjà, ne serait-ce que de parler la langue, rien que ça déjà, tu vois, quand tu arrives au pays et que tu rencontres pour la première fois tes tantes, ton grand-père, toute la famille, le plus gros de la famille était encore au pays, tu vois. Donc, ne serait-ce que de pouvoir communiquer avec eux, ça déjà, ça fait sauter quasiment toutes les barrières. Et il y a eu des souvenirs plus difficiles que d'autres. Moi, j'ai kiffé. Honnêtement, le Bled, j'ai trop aimé. T'es allé directement au Lumboni, t'as fait un Alors, petit peu de temps à Nouakchott. on est arrivé par Nouakchott. Je me souviens que quand la porte de l'avion... Je pense qu'on a tous eu le même souvenir. Quand la porte s'est ouverte et que la chaleur m'a giflé. Agri Nsampa, hein. Donc, je me suis dit, mais c'est quoi ça? On est arrivé en juillet, donc il faisait Raronyani, mais il faisait hyper chaud. Donc, premier souvenir, je pense que c'est la chaleur qui me gifle là, tu vois, un peu comme ce qu'on a là aujourd'hui. Bon, il n'y avait pas la clim à l'époque. Donc voilà, on a fait 2-3 jours à Nouakchott. Je me souviens, j'étais avec ma petite sœur amie et elle passe par là, qui s'est mise à pleurer parce que voilà, on connaissait pas, parce que on nous a ramené le gongo avec le dji dedans pour nous dire Hadagwankri. Pas le. Il n'y avait pas la douchette, voilà. Donc un peu surprise par tu vois, par le rudiment, voilà. En tout cas, le contexte, etc. Elle disait, mais on est où là, etc. Elle était beaucoup plus jeune. Moi, j'avais 20 ans, elle avait 16 ans. Donc ouais, c'était drôle. Moi, j'ai rigolé. Et puis, très rapidement, 3 jours après, on est parti à Ulumboni. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'il attendait, en fait. Non, mais attends. En fait, c'était très bien de passer par Nouakchott. Parce que finalement, quand on est arrivé au village, même si c'était beaucoup plus... tu vois, drastique, beaucoup plus... Et puis surtout, c'était Ulumboni en 2000. Rien à voir avec le Ulumboni de maintenant. Ouais. je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était quand même... c'était autre chose. Ouais, c'était autre chose. Donc, et on a fait 2 mois complets au village. Et c'était le Kharo, donc Oraxoro, tout ça. Donc, on a cultivé. On est parti au Tigantenis, Ramprole, tout ça. Tu vois, c'était pour ceux qui passent et qui connaissent. Donc, non, moi, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé le village. Et puis, c'était la première fois où je rencontrais mon grand-père, qui est le seul grand-père que j'ai connu. Et oui, je ne sais pas s'il y a un souvenir particulier qui me vient là comme ça en tête. Ce serait peut-être la rencontre avec mes oncles, les frères de mon père, que j'avais jamais vus, ou mes
Baï, donc les sœurs de mon père aussi, que j'ai rencontrées pour la première fois, dont mon homonyme, Baï Fatouma, qui encore était à Olomboni, qui était marié un peu plus loin, à Dafor, donc pas très loin. Camara, Ouais. le village des Camaras. Donc, le village... Ouais, mais chez nous, à Olomboni aussi, il y a pas mal de Pas mal Camaras. de- ok. Ouais, ouais. Et puis moi, Oui, c'est vrai, effectivement. ma grand-mère paternelle est Camara aussi. Donc, D'accord. Sumpuba Nekani, tu De toute vois. façon, dans le Guizimara, il y a beaucoup de Camaras. Donc, Ouais, bon. exactement, exactement. Donc ouais, je pense que c'est aussi la rencontre de mes anciens, tu vois. C'est ce qui m'a le plus marqué. Et même, tu vois, des années après, quand je suis retournée au village, je suis allée aussi à Khabou. Donc, Khabou, qui est le village maternel de ma grand-mère, donc côté maternel. Et c'est là-bas aussi, à Djaïganko, machallah, on est beaucoup. Et que j'ai rencontré aussi les anciens là-bas, avec énormément de savoir, parce que c'est des bibliothèques vivantes. Hein, et d'ailleurs, on se disait avec le frère de Moussa, donc Brahim, qui est aussi un... Bon, il faudrait l'inviter lui aussi, parce que vraiment, machallah, le groumant sur les réseaux. Ok. On se disait, non, mais il y a quelque chose à faire, parce que vraiment, c'est des gens qui ont déjà ils ont tout l'historique de la famille, de notre histoire, d'où on vient, etc. Ce qu'ont fait nos aïeux, tu vois. Et c'est passionnant à écouter. Moi, je pouvais passer des heures à les écouter. Et puis, il y avait ce côté, ce rapport à la nature, que je pouvais passer des journées entières au Gouné. Au Gouné, parce que déjà au Gouné, c'était plus tranquille, il n'y avait pas de Siané. Gouné, c'était trop bien. Ouais. Et puis on y allait, on ramenait tout ce qu'il fallait. Hein. C'était Koh Lanta avant l'heure. On ramenait notre barma, on ramenait notre dji, on ramenait tout ce que tu veux pour passer la journée là-bas. Donc on faisait notre petit bivouac sur place, notre feu, on faisait à manger sur place et tout. Du maro avec du ferret. Donc... Ferret, c'est le poisson fumé, du coup, pour ceux qui... donc bon. Voilà. Et un plat de résistance. Hein. Ouais, au début, on ramenait genre notre bidon d'eau, tu vois. Ah, vous aviez... D'accord. On ramenait notre bidon d'eau au début. Et puis, au bout d'un moment, on en avait marre de Tchinga tout cette eau jusqu'au Gouné. Donc, on se disait... Et moi, surtout, je disais, non, vas-y, c'est bon. Moi, je veux boire comme vous. Boire comme vous, quoi. Et genre, comme mes nièces qui étaient avec nous, l'eau du relais. Le relais, c'est le marigot, du coup. Hein. L'eau du marigot. Déjà, elle est marron. Ah non, mais... Et en fait... Mais tu sais, on mettait les petits comprimés là pour cleaner l'eau. Non, mais... Jusqu'au jour où, en rentrant du Gouné, on passe par le relais justement dans laquelle on allait puiser l'eau. Et je vois un ferret qui passe dans l'eau. Et là, un âne. Je dis, ah non, mais c'est ça là qu'on boit là? Non. T'as arrêté? J'ai arrêté. Mais bon, j'ai été malade tout le séjour, mais ça... C'est sûr. Mais c'est tranquille. Tranquille. Ça faisait partie de l'ADA du voyage, tu vois. Donc, et ça m'a pas empêché de kiffer mon voyage et d'apprécier chaque seconde, tu vois, là-bas, quoi. Donc ouais, voilà, il y avait quelques petites anecdotes sympathiques là-bas. Mais j'en garde un souvenir vraiment très nostalgique et moi, j'ai trop aimé. Et là, maintenant, tu vois, j'essaye d'y retourner au moins une fois par an. L'année dernière, j'ai emmené les enfants aussi, mais au Rampenoak Shotbana. D'accord. Je les ai pas encore ramenés à Olomboni. J'aimerais bien. Ah, ils y sont jamais allés? Non, Olomboni, pas encore. Bah, tu vois, c'est les vacances d'été pour nous ici en France. C'est juillet-août, c'est le moment c'est la saison des pluies, donc c'est le Karo. Kiloukou, pour aller jusqu'au village, c'est souvent très compliqué. Donc, et surtout, j'étais seule avec eux. J'avais loué la voiture, non, parce que moi, voilà, j'y vais à fond dans l'aventure, je loue la voiture, etc. J'étais pas hyper confiante pour les emmener seuls avec moi jusqu'à Olomboni. Mais bon, ça ne serait tardé, Inch'Allah. Mais du coup, quand toi, tu as vécu tout ça, quand tu as eu cette expérience du village et de la montagne, donc là, tu parles de tes enfants,
comment en fait, enfin tu pourras pas leur transmettre forcément ce que toi tu as vécu, Ah non. mais comment tu fais en fait pour, je sais pas, pour leur donner un petit peu le goût entre guillemets de ce que toi tu as vécu, enfin, Alors, au-delà de leur raconter. alors déjà, c'est vrai que je leur raconte Mm, aussi pas mal. Je leur parle beaucoup de qui on est, etc. mm, Mais j'ai adopté la stratégie du kiffage. Donc, mm, l'année dernière, quand je les ai emmenés, on est resté à Nouakchott et je les ai fait kiffer au maximum Nouakchott. mm. Donc, tout ce qu'on pouvait faire à Nouakchott, on l'a fait. Entre le Nouakchott Night, comment ça s'appelle, le night cream, enfin toutes ces Tous les activités coins. qu'on Ouais. pouvait faire un peu sympa, tu Mm, vois, sur place, on les a fait. On est beaucoup sortis, la plage, etc. mm, Tout ce qu'on pouvait expérimenter et qui pouvait les faire kiffer sur l'instant, on mm. l'a fait. Donc c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai loué la voiture et puis on bougeait tout le temps, etc. Et à tel point que à la fin du séjour, ils voulaient plus rentrer. Ma fille pleurait à l'aéroport parce qu'elle voulait rester. Waouh. Wow. Tu vois, Pleurer je me pour disais Nouakchott, yes. c'est que Je ouais, me ça fait du disais bon boulot. yes. Ok, c'est bon. Première étape Mm, réalisée, tu sais. Donc voilà, je suis plus dans cette démarche mm, parce que c'est vrai que à notre époque, le rapport avec le pays pouvait parfois être un peu brutal, dans le sens où, pour certains, ce qui n'a pas été mon cas, hein, mm. aller au pays, c'était un peu genre la punition pour certains. C'est une Genre, menace déjà. ouais, il y avait la menace de un game sever, hôtel un fit cara, tu vois. Donc, il y avait un peu ce côté de si tu fais pas les choses comme il faut, ou en tout cas que si tu déconnes un petit peu, Mm, le coup près, ce serait qu'on t'envoie au pays. Et donc, ça peut créer aussi, tu vois, ça a même créé certains traumas pour certains, filles comme garçons, hein, de mm. toute façon, parce que Effectivement. il pouvait arriver des choses un peu galères là-bas. Donc, Mm. ça, c'est, tu vois, nous, on est la génération qui va casser ces traumas, Voilà. qui va en tout cas bloquer ces traumas et éviter que ce soit des traumas transgénérationnels, tu vois, et de toujours associer un peu le pays avec en tout cas de l'hormone du plaisir pour nos enfants et surtout et qui se rendent compte aussi que alors oui, c'est super de pouvoir partir en vacances en Espagne, Mm. en Grèce ou aux États-Unis, etc. Mais c'est encore plus kiffant D'aller à la maison. d'aller au bled, en Mauritanie, Mm. et encore plus au Guidimara, tu vois. Que ce soit une aventure et Exactement. qu'ils associent ça à du plaisir, tu vois, Mm. plutôt qu'à des choses plutôt négatives. Et même si il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées, par exemple, à Nouakchott, l'été dernier, on a quand même connu aussi les coupures d'électricité et d'eau, de leur faire comprendre aussi que, oui, même s'il y a des difficultés, ça n'empêche pas, tu vois, d'être bien et d'être dans ton pays et d'apprécier, tu vois, encore plus Mm. ce que tu as. Donc, en plus, nous, on est arrivés en juillet. Les Nouakchottois, ils étaient en train de passer le bac. Et quand ils passent le bac, ils coupent Internet. Non, mais Ouais, va comprendre. Va pourquoi? comprendre. Il y a sans doute plein de raisons, hein, ne serait-ce que pour éviter la triche, tu vois. Mais donc, ils ont connu ça. Et puis, c'est devenu un running joke, tu Mhm. vois. Au bout d'un moment, au bout de 2-3 jours, ils ont compris, bon, bah voilà, maman, le matin, il faut pas rentrer trop longtemps. Mm. Il faut se lever tôt, aller se doucher, etc. Parce que s'il y a coupure d'eau, c'est compliqué, quoi. Donc ouais, non, j'essaye de leur transmettre toujours, tu vois, de manière positive. Ça ne veut pas dire que tu dois omettre Mhm. toutes les difficultés qui peuvent être associées à cela, mais toujours en tout cas avec la bienveillance qui fait que le gamin appréciera de toute façon, même s'il y a de la difficulté, il va l'associer forcément avec des moments de joie et cette transmission et il aura envie en tout cas d'y retourner, etc. Donc voilà, ça c'est ma stratégie de Daron Soninké qui fait ici. 2.0.
Et du Voilà. coup, comment tu fais aussi au niveau de la langue, du coup, au niveau de la transmission de la langue? Enfin, du coup, l'imagier, c'était pour eux, ça a commencé Ouais, pour eux, mais ouais. comment tu fais au Au quotidien? Est-ce que c'est quotidien, facile? non, c'est pas facile. Mm, Avec ma fille, avec les deux, hein, j'ai tout de suite parlé en soninké, donc je leur mm, parle dans la langue. Avec mon fils, tu vois, c'est comme tu vois, nos parents où ils ont fait l'effort au début, et puis après, bon, bah, avec les plus jeunes, moins. mm. Avec mon fils, je lui parle aussi dans la langue, mais lui, il me met Et- carotte à gueule. Lui, il parle moins que sa sœur, mm, mais il comprend quand même. Donc, je continue, je fais l'effort de toujours leur parler dans la langue. Et en réalité, c'est que ça, c'est dans la répétition en réalité. Parce que, par exemple, ma fille, quand elle était plus jeune, bon, elle est maintenant, elle a déjà 15 ans, mais quand elle était plus jeune, quand elle me demandait quelque chose, je lui demandais, et qu'elle me le formulait en français, mm. je lui disais et je lui demandais systématiquement dans la langue de le reformuler dans la langue. Donc, à Kosoninke. Et tant qu'elle ne le disait pas dans la langue, je ne répondais pas à sa demande, tu vois. Et ça, tu vois, ça demande un effort aussi pour un parent parce que bah, tu as la journée où tu es fatigué, tu as bossé, etc. Tu as envie d'aller straight to the point. Mm. Et, et puis voilà, tu as envie de faire au plus vite, etc. Mais le fait de faire l'effort et de leur faire répéter et de leur demander de reformuler en soniké, quelque part, les enfants te remercient après parce que bah, tu les obliges un petit peu, tu vois, à parler dans la langue. La facilité fait qu'eux, ils vont forcément te répondre En français. en français, même si toi, tu leur parles en soniké. Et le fait de leur redemander et d'insister, tu vois, à ce qu'ils parlent, bah, ça, c'est des petites clés, en tout cas, qui font que bah, la transmission se fait peut-être un peu forcée, Ouais. Mais ça se fait. mais ça se fait, tu vois. Et puis avec Et le temps, de toute façon, plus tu répètes, et puis oui, forcément, à un moment, ils vont c'est l'intégrer. ça. Et puis moi, de toute façon, je sais que je suis aussi une version un peu hybride, tu vois, de cette femme soninké, parce que je peux pas être ma mère, parce que déjà, on n'a pas la même histoire, etc. Et que même moi, mon soninké aujourd'hui, c'est pas un soninké. Je me considère pas complètement, même si c'est ma langue maternelle, j'ai pas un soninké genre incroyable T'es pas comme peut C1, quoi. l'être. T'es pas C1, niveau C1. Ah T'es pas niveau C1, quoi. non, je suis pas C1 parce que B2, peut-être. I don't know, mais tu vois, alors oui, Mm. je le parle couramment, Mm. etc. Mais tu vois, par exemple, je suis pas certaine que j'arriverais à faire un débat financier en soninké. J'ai pas essayé, Le mais BFR en soninké, c'est quoi? d'expliquer un PNL ou une Mm. balance sheet ou un BFR en soninké. Mm. Je pense que c'est faisable, Oui, bien sûr, c'est faisable. mais tu vois, après, bon, je suis à l'aise avec la langue, etc. Mais tu vois, pour transmettre, quand toi-même, tu es déjà, like, dilué, Mhm. c'est forcément les enfants, quand ils ont aussi cette transmission-là. Alors oui, ils vont l'apprendre, mais ils seront forcément une version diluée de cette version déjà diluée, tu vois. Donc ça, j'en suis consciente aussi, tu vois. Donc, et c'est aussi pour ça que j'insiste et que j'ai envie de continuer et que je suis dans cette démarche de transmission parce que oui, une langue, c'est une langue vivante en réalité. Et ce qui l'a fait vivre aussi, c'est le fait qu'elle soit encore parlée et que les gens continuent à l'utiliser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous manque beaucoup aussi, c'est ces supports, tu vois. Alors, pas uniquement les livres, etc., mais aussi de manière digitalisée. C'est ce qui nous fait quand même beaucoup défaut aujourd'hui. On n'a pas énormément de supports digitalisés en langue soninké. Donc, c'est en train de se mettre en place tout doucement, calmement. Moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné, quand je demande à ChatGPT ou tu vois, que je lui parle en soninké, qu'il me réponde vraiment en soninké. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, quand
j'essaye, tu vois, je l'entraîne à mon chat Mon chat GPT. GPT. Je lui donne en tout cas des éléments pour travailler la langue soniquée. Il va me répondre dans une langue qui n'a rien à voir, Ouais. en me faisant croire Que c'est du soniqué. que c'est du soniqué, alors que pas du tout. Mais je pense que tu vois, plus on va aussi créer du contenu, créer des choses dans la langue soniquée, et plus justement on aura cette possibilité de archiver ou en tout cas de documentaliser notre langue et de pouvoir la transmettre avec des supports qui sont aujourd'hui incontournables. Et Internet en fait partie, tu vois. Donc voilà. Très bien. Mais écoute, là, on arrive sur la conclusion, Mhm. sur la fin de l'entretien. Première question d'abord. J'aimerais savoir quelle est la chose la plus précieuse que tes parents t'ont transmise. Ah. Beaucoup de choses, mais si je dois en retenir une principale, je dirais que c'est l'amour de soi. Et par là, je veux dire aussi de savoir déjà qui tu es, de qui tu viens, et en cela, pourquoi tu dois aussi t'aimer. Parce qu'en t'aimant, finalement, tu aimes tous ceux qui t'ont précédé, en réalité. Donc je dirais ça, je dirais que nos parents, la plus belle chose qui nous est transmise à mes frères et sœurs, et de manière plus large à la famille, c'est on a tout, tu vois. Et de s'aimer, d'aimer son prochain et de toujours faire du mieux qu'on pouvait. Je pense que la détermination, c'est la chose qui, pour eux, nous ont transmis et qui, pour eux, tu vois, importait sur plein d'autres choses. Et la détermination, finalement, dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. On ne le sait pas, parce que des fois, on oublie qu'on était des gens très déterminés. Mais en réalité, on est déterminé avant même, on a déjà été déterminé avant même de mettre le pied dans ce monde-là. Au moment de ta création même, tu étais le spermatozoïde le plus déterminé. Tu vois ? Donc, c'est cette détermination-là, en fait, que tu dois finalement le plus motiver. C'est cette détermination-là qui doit en réalité toujours t'accompagner dans ce que tu fais. Donc je pense que c'est ça, finalement, la chose. Il y a plein d'autres choses qui nous ont transmis, mais je pense que si je dois en retenir une, ce serait celle-ci. Déterminé. Déterminé, ouais. Très bien. J'avais d'autres questions, mais au final, je pense que tu as répondu, en fait, vraiment dans l'entretien. C'était des conseils à donner à des jeunes femmes ou jeunes noirs soniqués qui sont ambitieux, mais ça, tu y as répondu, en fait, en expliquant ton parcours. Et juste pour finir, en fait, du coup, j'aimerais savoir, c'est quoi être soniqué aujourd'hui ? Question très difficile. Ah là là, très difficile. Vous avez 3 heures. Ouais. C'est quoi être soninké aujourd'hui ? Alors, je dirais, selon moi, parce que être soninké, c'est tellement multiple, on est tellement, tu vois, différents les uns et les autres. Si ne serait-ce que, par exemple, même la manière dont on parle, parfois peut être différente entre ceux les qui parlent bien soninké et puis ceux qui ne parlent pas bien soninké. J'irai pas jusque-là. Non, mais c'est pas grave. Allez, on ose, on est entre F-phone. Exactement. On peut le dire. Voilà. Donc, effectivement, il y a déjà, tu vois, des différences entre même les locuteurs soninké. Être soninké, en réalité, c'est ni plus ni moins qu'être quelqu'un très ancré dans sa tradition, mais en même temps tellement ouvert sur le monde, parce que c'est quelque chose qui est inscrit dans notre ADN en réalité. Tunga, on a toujours été des gens
qui voient, qui ont, parce que tu vois, même dans notre histoire, ça a toujours été le cas. On a toujours été des gens qui voyagent, qui vont à travers euh, la Terre en réalité, hein, Exactement. et qui sont soit dans la transmission, soit en tout cas dans l'exercice même du commerce, tu vois. Mm. Donc, il y a différentes appellations pour nous nommer. Serroulé ou bien Malaga. Maraca, ou voilà. Il y a différentes interpellations, en tout cas, qu'on va nous donner, mais c'est toujours des gens qui ont une vision du monde, parfois, qui peut être très ancrée, ou je ne dirais pas. Tu peux. Parfois, elle peut être aussi, parce que ça peut nous jouer aussi des tours, hein, elle peut être aussi limitante parfois, Mm. cette pensée, pour différentes raisons, hein, parce que, comme d'autres, je pense qu'il y a des choses qu'on doit aussi un peu améliorer, ou en tout cas, il y a certains aspects de notre culture qui doivent aussi être improved, améliorés, je dirais. Voilà, je Mm. vais m'arrêter là. Non, parce qu'on a parlé, enfin, le podcast, ici, Mm. on parle entre guillemets enfin, on essaie de mettre en valeur du coup des parcours qu'on connaît pas Mm. forcément. Après, comme toute culture, il y a du bon, il y a du mauvais. Bien sûr. Donc là, forcément, on parle des aspects enfin, les plus positifs, on va dire. Mhm. Mais la remise en question aussi, c'est quelque chose, enfin, dont on peut parler. Bien Donc, sûr, bien sûr. voilà. Moi, je dirais que aujourd'hui, en 2026, Soninkara est aussi. C'est comme si on était sur un espèce d'éveil, tu vois, qui se fait aussi dans les mentalités. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, etc. On l'a vu là vraiment très récemment avec la Journée internationale de la langue soninké à l'UNESCO, avec aussi des organisations qui se mettent aussi en place, hein. Moi, je fais partie, par exemple, du CNSF. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des choses qui se mettent en place. Alors, on n'est pas parfait, clairement, hein. Il y a des choses à améliorer Mm. dans notre communauté, mais avec, en tout cas, une capacité à se remettre parfois en question, qui peut parfois être un peu challengeante, Oui, bien sûr. surtout pour les anciennes générations. Mm. Mais en tout cas, il y a cette nouvelle génération qui est là et qui est en train de travailler, en tout cas, sur le sujet pour faire en sorte que les choses iront forcément, bon gré ou mal gré, vers l'avant. Donc être soninké aujourd'hui, je dirais, c'est être connecté au monde, être sensible finalement à qui on est, mais surtout à ce qu'on a envie d'être. Et on n'est plus forcément. En tout cas, les barrières et les pensées limitantes sont en train d'exploser, hein, clairement. On ne va pas dire d'autres termes. Et, et puis voilà. Donc, moi, je dirais qu'on est en bonne voie. On a encore des choses à améliorer. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Odunye, omdunye. Ça va Agnana. avancer. Agnana. Donc voilà. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Fatima pour ce mot de la fin. Je t'en prie. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode du Inamari Podcast. On espère que ça vous a autant plu que ça nous a plu. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Ndobaraje. Merci. Merci.